Oui, mais on peut commencer avec ça aussi. Vous, est-ce que vous êtes familier avec la ville montréalaise? Est-ce que vous aimez ça? Je suis très d'accord avec ce que tu dis. Parce que moi, je viens de la campagne. Ben, le nouveau fourrage, non, mais il faut-tu parler déjà dans le micro, là? C'est comment ça? Ouais. Ah, cool. Allô C'est tout sur le les monde. internets. Non, c'est ça, j'habite en coopérative, puis je me rends souvent compte que je suis vraiment la personne de la campagne. Parce que, tu sais, quand je croise les gens que je connais, je leur fais comme « Salut! » Puis là, je vois la peur dans leurs yeux, parce qu'ils font comme « Ah, fuck, il va falloir que je parle 1 minute. » Tu sais, je vais pas les garder, c'est juste « Bonjour, qu'est-ce qui se passe? » Puis non, je vois le regard des gens, je fais peur aux gens. Mais en région, si tu dis pas « Salut » aux gens, ils vont dire « C'est quoi son problème? » Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement, je te file. Et puis, est-ce que je peux Oui, tutoyer tout le monde? oui, bien sûr. OK, parfait. Toi? Moi, Montréal, à force, je commence à connaître un peu parce que j'ai mon fils qui habite ici et qui a fait ses études ici. Moi, je suis parisienne, en fait. Bon, là, en ce moment, j'habite à Bruxelles, que je vais quitter. En fait, moi, Montréal, j'ai pas pu, en fait, voir tout ce que vous racontez, quoi. Parce que quand je viens, c'est quand même des séjours de quelques mois. C'est assez extérieur, finalement. Et puis, c'est toujours sur un chemin pour aller vers ailleurs ou quoi. Mais non, moi j'aime assez cette ville en fait. Je trouve elle a un bon rapport justement, pas trop grande, pas trop petite, avec la nature quand même qui rentre vraiment dans la ville. Un peu comme à Bruxelles en fait. C'est ça que j'ai bien aimé aussi dans cette ville quoi. OK. Et t'es de passage, fait que c'est normal. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense qu'il y a quelque chose comme ça. C'est facile quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas à m'impliquer avec les gens ou devoir me dire oh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si ou. Ah, mais tant mieux. Est-ce que tu vas rester ici? Là non parce qu'en fait après j'ai d'autres salons, d'autres trucs et tout ça, mais je vais revenir. Enfin, je viens régulièrement voir mon fils de toute façon. Ouais. Devoir de maman. Bah oui, je suis une daronne, je dois venir. Voilà. Et puis toi? Je suis vraiment comme un gars de quartier là. Ça fait 25 ans, 30 ans que je suis au Myland. So c'est comme Myland, plateau, là, c'est toujours là. Il y a une proximité, oui, mais aussi quelque chose de familial. Maintenant, ça a changé parce qu'il y a la population d'un petit quartier a explosé. C'est pas la même chose, c'est pas Sesame Street, c'était Sesame Street. C'était vraiment comme allô, café, les voisins. Village, tout le monde se connaît. Village, vraiment une vie village. Et aussi, pour 20 ans, j'ai eu un magasin, une boutique galerie dans le quartier. Comme ça, je connais le monde et je parle beaucoup et c'est facile de faire c'est facile de faire une connection avec le monde. Ah ben tant mieux pour vous. La vie, c'est beau, des fois, quand on est capable de connecter avec les gens. La vie, c'est beau. La vie, c'est beau. Hashtag la vie, connexion, c'est beau. oui. Fait que mon premier point, c'est salut, bienvenue à cette table ronde sur la spiritualité en BD et inspiration. Deuxième point. Bon, d'accord. Donc, je voulais dire que c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'il y a une évolution dans la littérature en général qui passe de quelque chose qui est basé sur la morale. Fait que, tu sais, comme dans les premiers écrits, c'était « Voici cette aventure d'un homme qui est allé dans la montagne. N'allez pas dans la montagne parce qu'il est mort. » Donc, il y a eu une évolution à travers le monde pour quelque chose de beaucoup plus personnel, mais il y a tout le temps un espèce de hint à la moralité ou bien au monde clérical. Point 3. Non, je pense que je vais juste lire le texte parce que j'ai passé du temps là-dessus, puis je trouve que c'est pour faire honneur à la conversation très riche et lourde qu'on va avoir quand même. Au Québec, on est familier avec la littérature du terroir et de son influence cléricale, la peur du diable, la méfiance de la ville, la méfiance des Premières Nations et de l'autre. Mais il y a aussi des dimensions spirituelles et des histoires qui engendrent à travers le monde, qui sont tout aussi diverses et riches. Donc, dans les cultures polythéistes, on peut lire des récits inspirés par la nature, de la personnification d'animaux et aussi basés sur le modèle familial. Puis, dans les cultures monothéistes, donc un seul Dieu, Allah, Yahweh, you name it, le papa de Jesus.
ils vont engendrer plusieurs épopées complètement incroyables. Puis même aujourd'hui, on voit beaucoup d'auteurs qui sont inspirés par ces histoires et qui créent des œuvres de fiction dans les cultures athéistes. Donc, on ne vénère pas de Dieu, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on n'est pas spirituel. On voit des histoires qui se concentrent sur la croissance personnelle, sur l'impact qu'on peut avoir sur notre environnement et les connexions profondes qu'on peut développer avec l'autre. Puis, en parlant de tout cela, je vais en profiter pour faire une reconnaissance des terres non cédées sur lesquelles nous nous trouvons présentement. Donc, la nation Kanankehaga était la gardienne des terres et des eaux sur ce qu'on appelle présentement le Grand Montréal. Auparavant, c'était Tiohtià:ke. Il y a beaucoup de personnes aussi qui le considèrent encore de cette manière-là. Donc, ça servait d'espace d'échange et de rassemblement pour plusieurs peuples. Et puis, je vous invite à honorer cet espace-là parce qu'il continue encore à créer des espaces de rassemblement, comme on peut le voir ici. Donc, nous avons avec nous des personnes que vous connaissez probablement parce qu'on est juste 4 ici, puis ça veut dire que vous êtes des grands fans. Donc, nous avons Hélène Husdin. Est-ce que je le Parfait. Oui, c'est ça. Génial. Artiste française protéiforme qui vit entre Paris et Bruxelles. Elle est diplômée des arts décoratifs de Paris en graphisme et images animées en 1998. Peintre pour le cinéma, illustratrice de presse et de livres jeunesse. Son premier roman graphique, s'inspirant de la rafle des années 1960 dont étaient victimes des Autochtones du Canada, René au bois dormant, est publié aux éditions Sarbacane. Sarbacane. Je vais zoomer l'affaire, OK? There you go. Sarbacane. Et nous avons aussi Billy Mavreas. Génial. Artiste multidisciplinaire qui travaille principalement avec la poésie visuelle, la bande dessinée et le collage. Ces 20 dernières années, il a dirigé la galerie boutique Monastiraki dans le quartier du Myland. Et nous avons Axel Lenoir, dont j'ai dû éditer l'autodescription, sinon j'allais partir à rire et on n'aurait jamais fini. Est une autrice de bande dessinée témilaquoise qui se spécialise dans l'humour, le fantastique, le quotidien et le comic strip. On la connaît notamment pour L'Esprit du camp, tome 1 et 2. Et rapidement, je vais me présenter. Je suis Dimani Mathieu Cassendo. Je suis auteur, illustrateur et sorcière du Hood. Donc, mon but ici, ça va être de proposer une piste de discussion. Ça va pas être très côté dans le beurre, c'est pas ça pantoute l'expression, mais je vais vous pitcher des questions, on discute, on relaxe. Si vous n'avez pas de réponse, vous répondez pas, puis on passe à autre chose. Puis après, on va passer un petit 10 minutes. Si vous avez des questions, on peut garder ça très casual. Bonjour! Parfait. Et ça va être terrible d'éditer ça à la fin, baisser le volume, monter le volume. Donc, on va commencer avec une première question qui est la base. Comment est-ce que vous définissez la spiritualité et pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Bim! OK. La définition change. Il y a toujours un changement. Pour moi, c'est comme un intérêt ésotérique, une époque, maintenant un intérêt plus de l'amour naturel, de la potentiel humaine, de tout ça mélanger, les rêves, tout ça, c'est pas... je sais que... je vais dire que l'univers est mystérieux, premièrement, et qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, vraiment, et que quelque chose de la consciousness, de human consciousness doesn't necessarily stop with the body. And the body is connected to the earth, and the earth is connected to the cosmos, so the idea that we're divided is ridiculous. So tout ça, et la recherche dans tout ça, et toutes les complications que les humains ont fait autour de ça, c'est intéressant pour moi. Et ça arrête là, et ça commence là. So. Ça commence fort. Qu'est-ce que je pourrais dire? Moi, j'ai jamais pensé la spiritualité pour penser la spiritualité.
Mais je pense que en tant qu'être humain ou en tant qu'entité vivante, effectivement, on est relié à notre terre sur laquelle on habite, à l'espace, et que la spiritualité, c'est une façon de se connecter les uns les autres, autrement que juste dans notre quotidien ou quoi. Enfin, je pense qu'on a tous besoin, en tant qu'humains, d'être liés aussi peut-être à des mondes parallèles ou en tout cas aux autres formes vivantes, et que c'est un moyen de se lier à ça. Et ça peut être par le rêve, ça peut être par effectivement des promenades en forêt où on va sentir notre environnement qui nous entoure, qui nous parle, notre attachement à la terre. Voilà. J'ai pas d'éducation religieuse, donc je pense que c'est plus sensoriel en fait qu'autre chose. Il y a beaucoup de définitions, je sais pas quelle donner. Je pense quand même. La mienne, j'en ai beaucoup moi-même, mais je dirais que c'est celle qui m'intéresse le plus. C'est vraiment tout ce que la science n'explique pas. En fait, ce qui reste, on s'embarque pratiquement officiellement dans la spiritualité. Même si les questions qu'on se pose peuvent être un jour expliquées scientifiquement. Puis tu sais, je veux dire, je suis pas juste plate en spiritualité, genre c'est la science ou la spiritualité. Je pense que les deux se mélangent très bien puis peuvent se marier sans se contredire. Mais je pense quand même que la base, pour moi, c'est faire du sens avec l'existence, là, ou pourquoi l'univers, pourquoi on vit, pourquoi... Puis ça peut amener des récits autant fantastiques d'aventures que des grandes questions philosophiques. Merci. C'est déjà très ancré de questions et puis des réponses par rapport à ce qui est une évidence pas évidente. Ouais. Qu'est-ce que j'entends dans ce que vous dites? J'aimerais savoir de quelle façon est-ce que ce genre de pratiques, les pratiques spirituelles et puis toutes les mythes et légendes se manifestent à l'intérieur des histoires que vous avez écrites? Je peux commencer parce que, justement, je me demandais pourquoi on m'avait invité. Non, mais j'ai toujours été, depuis que j'étais enfant, je suis attiré par le fantastique. C'est la première fois dans Passage secret, ça c'est la version anglaise en fait, que j'ouvre la porte de la spiritualité dans mon travail. Puis je pense à beaucoup de liens justement avec ma transition que j'ai faite il y a 5 ans. Et, je me suis rendu compte que finalement j'avais... un gros break sur mon évolution personnelle. Le cerveau était atrophié. Et dans les dernières années, j'ai été un peu flabbergasté que c'est comme Unleash the Beast. Le cerveau est parti dans toutes sortes de directions. Puis c'est pas moi qui ai des nouvelles idées, c'est vraiment juste que genre, il a le droit d'exister lui aussi. Et c'est venu avec, hein. C'est venu avec tout ce que j'aimais quand j'étais jeune a refait de surface, mais de plus belle façon, parce que sinon je tournais en rond dans mes thèmes, c'était beaucoup les mêmes choses qui revenaient. Et je pense que ça a mis mon cerveau un peu sur la coke au niveau de la spiritualité. J'ai pas pris de coke pour arriver là. Et c'est ça, donc je me suis perdu, donc j'avais laissé la place, j'aurais pas dû dire ce mot-là, ça m'a fucké. Il est 10h du matin, j'ai quelqu'un qui travaille le soir, il est tôt pour moi. Moi, en fait, la spiritualité, comme je disais, j'y pense pas en me disant je vais faire un livre sur la spiritualité, c'est pas du tout un sujet en soi, mais par contre, cette bande dessinée là pour laquelle vous m'avez invité, je l'ai faite à partir de mes rêves. Donc en fait, les rêves que je fais, c'est vraiment pour moi une porte ouverte sur un monde parallèle, quoi. J'ai pas du tout cette interaction entre mes rêves et moi, comme si c'était une construction pour moi-même. En fait, c'est plus comme une porte sur un monde qui est plus un monde de notre inconscient collectif qui va m'expliquer ou me permettre de découvrir des choses que je n'aurais pas vues en temps éveillé. Et de cette façon-là, en fait, je me suis rapprochée de la culture des Premières Nations en voyant à tel point le nombre de liens qu'il y avait en fait avec le questionnement que je pouvais avoir sur notre rapport avec le vivant, notre rapport avec le genre, notre rapport avec notre environnement, et aussi à quel point ils ont culturellement, ancestralement, ça en eux de développer autrement leur rapport à leur environnement. Et donc en s'attachant aux esprits, le rapport avec les chamans, enfin tout ça m'a beaucoup parlé et beaucoup fait écho aussi à
Quand j'étais illustratrice avant, en fait, j'ai beaucoup illustré de contes, des contes russes, des contes grecs, la mythologie grecque, etc. Et en fait, il y a énormément de ponts qui se font entre les différents mythes et les différentes légendes entre les pays. Et en ça, je trouve que c'est assez fabuleux parce qu'en fait, on se rend compte à quel point on est tous super connectés, en fait, et que la spiritualité, ça pourrait être ça aussi, c'est cette quête effectivement de qui on est à la base, l'essence même de nous en tant qu'entité vivante, quoi. Pour moi, c'est comme quand je commence quelque chose à écrire ou à dessiner, comme une œuvre un peu plus grande, là, je ne sais pas si j'ai quelque chose à dire. Ça commence comme ça, et ça commence avec comme le nouveau, ça c'est pas celui-ci, le nouveau, c'est vraiment comme ça. Est-ce qu'on a une histoire c'est quoi mon histoire? Et je commence à dessiner. Le processus est tellement intuitif, et le démarche est comme une rêve, je ne sais pas, une planche après l'autre, et ça devient comme une découverte en real time quand je dessine ou quand je fais quelque chose. Et il y a les rêves qui sont mélangés dedans, comme celui-ci. Le premier, c'était une rêve que j'ai eu quand j'étais 5 ans, qui était trop pour une personne de 5 ans à avoir. Et c'était quelque chose qui est devenu comme une obsession. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Et quand j'ai grandi, c'était comme exactement Jungian, like textbook Carl Jung, you know? I'm like, oh, what the fuck? C'est une exploration comme ça. C'est comme, c'est un dialogue entre moi et l'œuvre, en découvrir qu'est-ce qui se passe ici. Super intéressant, guys. Ça me fait penser à un livre que j'adore, qui n'est pas une BD. Je sais pas si... Ah non, je m'en vais... C'est la Bible, non. C'est The Parable of the Sower, de Octavia E. Butler, qui est une autrice américaine, afro-américaine. Et puis, dans cette trilogie, est-ce une trilogie? Je ne sais plus. On suit une jeune fille dans une dystopie totale. Ils vivent chacun dans des petits districts. Et puis, il y a des méchants qui vont détruire les villages et tout, etc. Machin. Mais elle a 15 ans et elle se découvre elle-même dans des écrits, dans des poèmes. Et elle commence à écrire cette espèce de petite Bible à elle-même. Et son mantra, c'est « God is change ». Et puis, un petit peu plus loin dans le récit, elle explique à d'autres personnes, parce qu'ils disent comme « Fille, t'es folle, OK? » Et il y a des gens qui sont là pour avoir notre peau. Et puis toi, tu écris, tu inventes une religion. Et elle de répondre « Je n'invente rien, je découvre ». Donc, la spiritualité, c'est une découverte constante et une confrontation aussi avec le monde. C'est ce que je comprends aussi que vous faites à travers, en plus, votre développement créatif. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer sur la manière de quand est-ce que vous vous asseyez pour écrire, pour dessiner? Est-ce que vous voyez des parallèles avec une pratique spirituelle? Est-ce que c'est lourd un petit peu et vague comme question, mais j'aimerais vraiment avoir votre insight là-dessus. Je pense pas que j'ai une pratique précise qui influence. En fait, je suis fait que j'ai tout le temps un pied dedans. Genre, je subis, je veux dire, hey boy, j'étais en train d'ouvrir une porte, moi, elle me connaît, puis elle sait. Genre, on a repassé d'une heure. Non, mais le monde des rêves est tout le temps ouvert dans ma tête, puis je fais pas exprès. Genre, juste, tu parlais, puis j'ai eu un flash de 10 rêves en 1 seconde. C'est vraiment bizarre, puis je connais une personne qui a ça, je l'ai su récemment, je suis venu les larmes aux yeux, parce que c'était mon père qui me se confiait. Fait que souvent, des fois, je peux voir en 5 minutes, genre, 45 rêves popper sans que je sens tous les feelings des rêves. Fait que je suis tout le temps, puis il y a bien d'autres choses, j'essaie de faire ce cours. Ce qui fait que quand j'écris, en fait, c'est pour pas exploser. Avant de me coucher, moi, je vais passer 1 heure à juste, je fais rien, je me repose, puis je regarde dans ma tête les BD qu'il faut que je prends même plus de notes, c'est trop essoufflant. Je vois juste des BD, je me promène dedans. Pas de drogue.
Et pas besoin de drogue. et donc, ce qui fait que depuis que j'étais enfant, je suis de même. Encore une fois, la transition, elle a vraiment accentué ça dans le tapis. C'est un peu essoufflant. J'aime ça des fois essayer de mettre mon cerveau à off, ce qui fait que je joue 20 games de Scrabble par jour sur mon téléphone. Mais fait que je suis tout le temps dedans. Fait que ça va être la musique, ça va être l'arbre que je vois, ça va être la chaise cassée, puis je sais pas qui se prête, le cerveau part en mode scénarisation automatique. Fait que c'est un petit peu lourd vivre dans mon corps, mais c'est le fun quand même quand il y a de quoi de bon qui sort. C'est super intéressant. Je vois qu'il y a une espèce de discipline, mais tu sais, comme qui... Il faut. C'est de l'anxiété. Il faut qu'il y ait de la discipline, sinon c'est de l'anxiété à fond, parce que on vient être paniqué que genre ça spinne tout le temps ou ça. Donc non, je fais beaucoup de méditation pour contrôler ça. Puis il faut vraiment que je fasse beaucoup d'activité physique, sinon je suis juste pris dans ma tête. Puis c'est le fun, mais ça peut devenir rapidement un cercle vicieux que sans fond, là, comme la bière de trop. Là. Intéressant. Toi, Hélène? Moi, vraiment, je pense que ma création, en tout cas, c'est vraiment une porte sur mes rêves, quoi. C'est comme toi, en fait, je suis constamment... En fait, j'ai vraiment une notion de mes rêves très précise. Je vis avec, même en tant que... Quand je suis éveillée, en fait, il me parcourt toute la journée. Tous les rêves que j'ai pu faire m'habitent, en fait. Et donc, j'ai pris l'habitude depuis toujours de noter mes rêves, de les dessiner, et c'est vraiment ça ma source d'inspiration première. J'ai été longtemps photographe en fait aussi avant de faire cette bande dessinée, et même en photo en fait c'est toujours des mises en scène que je faisais à partir de mes rêves que j'avais dessinés. Donc je pense que c'est vraiment ça la source première d'inspiration. Mais comme tu le dis très justement, ça vient, on ne sait pas comment, et effectivement ça peut être... Mais c'est très sensoriel en fait, c'est des choses dans notre environnement qui vont, on ne sait pas pourquoi. Peut-être c'est des connexions qui finalement, à force d'accumulation d'autres choses, qui nous souviennent d'autres choses, qui d'un seul coup vont faire sens. Et là, ça va donner le démarrage à quelque chose. Mais c'est très dur à savoir pourquoi, comment, à quel moment... Donc c'est un peu toujours présent, toujours là, et en même temps, c'est comme si on savait jamais le moment où on allait y aller, quoi. Enfin, en gros. Je vois ça un peu comme... C'est comme si on avait des dessins animés qui passent dans la tête, puis ça fait tout le temps ça. Puis jusqu'à temps qu'on fait « Oh, il est pas pire, lui! » Tac! C'est exactement ça, c'est d'aller à la pêche sans vraiment trop savoir. Puis à un moment, il y a une accumulation de choses qui font sens ensemble. Et puis là, ça sort, quoi. Ouais, une pêche qui manque pas de poissons. Qui a beaucoup. C'est ça. Il y a une grande complication dans ma vie de trouver et poigner et garder une pratique quotidienne spirituelle. N'importe quoi, yoga, meditation, anything, ça tombe, ça dure 2 semaines, ça arrête, après un autre mois, quelque chose arrive. Il n'y a pas une stabilité là pour une démarche, une pratique dans l'art, et pas de bande dessinée, parce que bande dessinée, c'est vraiment, comme je dois dire, c'est peut-être 20% de mon démarche artistique. Comme collectionneur, j'ai fait l'art comme like you tap your foot. It's a kind of nervous energy that has to happen, but it's not. I don't have to. I don't have anything to say. I have a lot of just energy that has to go somewhere. So moi je suis comme peut-être une danseur ou une chanteur qui a pas trouvé ça encore, ou un musicien parce que c'est comme. I always thought that maybe art is something that I'm doing until I discover what I'm supposed to be doing, because it's not. It's cool, you know. J'aime ça que je peux faire ça, mais il y a quelque chose d'inné dans le cerveau, dans le cœur qui dit c'est quelque chose d'autre là. C'est pas ça, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est quoi, you know? C'est quoi? So c'est comme what's it, Reiki? I'm gonna be on the street giving people Reiki, like je sais pas. Anyway. Mais j'aime ça parce que c'est comme un peu, ça donne l'impression que c'est l'émotion qui t'es toujours inconsciemment à la recherche d'évolution. C'est comme si tu disais, il y a de quoi d'encore plus important qui m'attend. Fait que je trouve que c'est super beau. Oui. Parce que ça veut dire, genre, je vais faire tout le temps des grandes choses, finalement. Des belles choses. Oui, mais c'est tellement facile de rentrer dans la vie quotidienne, feed the child, go to school, pay the bills, tout ça, quand on perd
le finesse, là, you know? Ouais. Et avec l'âge, c'est comme, oh boy, à La 53, vitesse. c'est comme, like, oh jeez, what the fuck, the grave. It's coming. Je trouve ça très, très, très intéressant, Billy, parce que je m'en allais aussi vers des questions encore plus compliquées pour vous ce matin. Un dimanche matin, quoi. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? J'ai demandé qu'il fasse ça à minuit hier soir, parce que j'étais comme dimanche matin spiritualité. Ça suffit. Comme quoi que ce que j'entends beaucoup de chacun de vous, puis je trouve ça vraiment nice parce qu'il y a cette espèce de cohérence dans le discours de tout le monde, comme quoi que l'art est un outil. L'art est un outil, et puis derrière, il y a maybe some kind of purpose. Du pourquoi. C'est ça nous fait un petit peu sourire, là. Quelle est ma raison sur Terre? Mais je me demande, à l'intérieur de ces années de réflexion, de gribouillage, de s'énerver contre soi-même, puis d'essayer de sortir, puis de décortiquer les rêves, de les comprendre. Jusqu'à présent, est-ce que vous avez trouvé une ébauche d'une draft, d'une réponse du pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là? Qu'est-ce qui vous oblige presque, qui est cette espèce de feeling incontrôlable, ou est-ce que vous avez besoin de raconter quelque chose? Et à qui raconter cette chose-là? Dans le meilleur cas, c'est comme quand je fais quelque chose et ça me donne un petit sourire ou une satisfaction ineffable, comme quelque chose like, oh yeah, ça marche, it's balanced, ok. Et c'est tout là. Oui, parce que c'est comme, c'est trop grand là, c'est comme, je dois être dans le moment, si ça marche, ok, ça marche, you know. Anyway, ça c'est comme, continuer. Tu m'as piégé, moi. Je vais attendre. Moi, je pense que j'ai un rapport très anxieux, en fait, à la base, quoi. Et je pense que le moteur, au début, c'est l'anxiété d'un truc un peu overwhelming, de trop de choses, quoi, et qu'il faut en faire quelque chose, il faut pas que ça reste là, parce que... Alors, je saurais pas expliquer pourquoi, mais je pense que j'ai ressenti ça depuis toujours, et que j'ai dessiné depuis toujours, et que c'était un moyen aussi de poser ça, et c'est effectivement une sorte de méditation, le dessin, pour moi en tout cas, d'un moment où on est vraiment dans l'instant présent, et il n'y a plus rien d'autre qui compte que là, le truc qu'on est en train de faire là, et c'est un moment de pause dans ce monde qui est parfois trop chaotique, quoi, c'est trop, et du coup ça aide à... On devient en contrôle. Ouais. Je pense que s'il y a une chose qu'on peut mettre le grappin dessus puis le contrôler, c'est ça, là. C'est comme, il y a comme une espèce de regarder le démarche et comment le démarche évolue. Comme, quand j'étais plus jeune, j'étais tellement inspiré par les affiches psychédéliques des années 60, et le psychédélia that I was drawing was very tight. So I was very controlled, and it was all here. It's here. It's in this kind of laser thing here, and then you learn to go to here. Okay, all right? And now it's kind of here, right? So c'est comme d'être comme ça dans une fucking... Confiné, là. Et dessiné comme ça, c'est fou pour le corps. Et je veux faire la bande dessinée comme je fais la peinture, mais c'est difficile de faire comme une immediate expression. So, c'est comme il y a une différence entre j'ai de travail à faire avec la bande dessinée et et j'ai une expression like a body expression. And that's why if young people, when they're drawing, it's like, don't draw from your hand. Draw from your body, from your sex, because you're going to die on your chair. Ouais, mais moi j'entends complètement ce que tu dis. Et c'est pour ça aussi que là, sur la BD que j'ai fait, j'ai vraiment choisi de le faire à la peinture, quoi, justement pour pas avoir cette crispation sur le crayon qu'on a tous tendance à avoir, parce qu'effectivement, il peut y avoir ce genre de crispation sur le dessin. Et l'idée, c'était plutôt d'avoir un truc jeté sans trop réfléchir, passer pas trop de temps par planche pour justement avoir ce geste de peinture, quoi. Juste dire ça. Super d'accord. Hein. Moi, je veux faire bientôt un livre que je vais refaire à la main, parce qu'à la tablette,
tout est crispé automatique. Ah oui. Puis il n'y a pas grand fait. Si tu commences à faire ça avec la tablette, tu vas t'exprimer, mais est-ce que ça va être beau? Fait que je déteste ça parce que c'est comme le combat entre être efficace, produire, puis écouter son cœur, son corps. Puis pour moi, c'est un combat incessant. Puis c'est pour ça que j'ai besoin de faire de quoi qui va plus me ressembler dans le futur, autant au niveau... Comme ça me ressemble au niveau du texte. Le visuel est une tentative, mais il est fait à la tablette. Puis c'est à cause qu'il faut que je vive un jour. C'est des choix qu'on fait, mais je me rends de plus en plus compte en vieillissant qu'il va falloir que je revienne à la main, parce qu'à la main, c'est naturel. J'ai plus à me soucier de la ligne, est-ce qu'elle est parfaite? Elle est parfaite en étant imparfaite. On ne peut pas parler de la spiritualité sans parler de le corps humain. Et c'est ça que j'ai appris. Quand j'étais plus jeune, c'était plus abstrait. Et je pensais des mondes, pas d'ici, là, mais avec le temps, on commence ici, et pas en finir ici, mais on commence ici. And if we don't honor this, your spirituality is just like the wrong guitar solo, it doesn't matter. Il y a quelque chose qui m'intéresse encore plus. Vous allez être allé de moi. Il y a cette particularité dans le 9e art, qui est de marier l'image, quelque chose de beaucoup plus fluide, qui peut être beaucoup plus subjectif, au mot, à la lettre, à la littérature. Donc là, c'est aussi un petit peu un mariage entre le concret et puis le fla-la-la-la-la-la-la. Il y a les dessins, ça peut être beaucoup plus ressenti, mais la manière que tu fais ton A pour faire avion, ça, il y en a un petit peu moins. Là, on est un petit peu plus dans l'énergie masculine. C'est le masculin, le féminin. C'est les airs, le feu, c'est tous les éléments ensemble. C'est comment faire comprendre ses rêves. Et je me demande... Parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire toutes vos œuvres. C'était difficile à dire, désolé. Toutes vos œuvres. Ce mariage-là, est-ce que pour vous, il est nécessaire à l'intérieur de la bande dessinée? Parce que vous êtes tous des acteurs, actrices multidisciplinaires. Ou bien... Où est-ce que je m'en vais avec ma question? C'est une question freestyle, désolé. Dans le fond, c'est ça. Comment est-ce que vous vivez cette espèce de mariage entre les médiums artistiques? Comment est-ce que c'est nécessaire d'écrire et de dessiner ensemble? Est-ce que y a quelque chose qui vous force à aller vers cette voie-là? Est-ce que vous avez envie de vous faire comprendre par l'autre, ou bien c'est beaucoup plus personnel, une expression de soi? J'ai 4 questions dans une seule question. Et puis, je vous pitch là. Pouh! Comme ça. Pouvez-vous répéter là? Non. Je vais essayer de piger un mix de tout ça. Puis, moi, pendant longtemps, c'était du dessin. C'était l'idée. Je passais de l'idée à le dessin est important. Il faut que le dessin, c'était plus important que le reste. Souvent, dans mes débuts, je mettais mes bulles n'importe comment, n'importe où. Puis c'est quand c'est juste les bulles, le texte est là, mais ça veut dire de quoi pareil. Puis plus je vieillis, plus l'aspect, le haut des cases, le placement des bulles, le texte, en fait, c'est la partie que je préfère parce que c'est elle qui me fait du bien au cerveau. Le dessin, c'est pas juste, c'est bien de communiquer, mais c'est quand même de transformer l'idée en ouvrage. Fait que, comme je dis, je me suis un petit peu perdu dans ta question aussi parce qu'il y en avait beaucoup. Fait que je vais passer le micro. Moi, je pense vraiment en images. Donc le texte, en fait, comme c'est ma première bande dessinée, c'est la première fois que je me confronte effectivement à cette association littérature-image. Et que j'ai trouvé ultra intéressante et que j'ai envie de continuer à développer, en fait, donc d'essayer de faire d'autres bandes dessinées, parce que la bande dessinée, effectivement, c'est tellement large, le champ des possibles, parce qu'il y a l'image, le texte, mais il y a aussi le temps, en fait, il y a l'aspect temporel, comment on raconte une histoire, comment on fait un découpage, etc., qui est aussi hyper important et qui est hyper intéressant à travailler. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a intéressé, donc, en tout cas, quand j'ai fait cette bande dessinée, j'ai vraiment travaillé tout en images, en laissant complètement le texte de côté. Le texte est venu dans un second temps quand mon premier storyboard a été fini. Et moi, ce qui m'a intéressé de travailler avec le texte, c'était aussi les différents niveaux de lecture
différents niveaux c'est-à-dire que ça peut être poétique, on peut mimer un peu des façons de parler de différentes communautés ou de différents âges. Enfin ça, je trouve ça super intéressant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi envie de développer dans les prochaines bandes dessinées. Et aussi, ce que je trouve très intéressant entre le rapport à l'image et au texte, c'est tout ce qu'on peut voir aussi dans les mangas, avec cette incorporation totale du texte dans l'image, c'est-à-dire que les lettres vont faire partie intégrante de l'image, et du coup elles vont en elles-mêmes devenir comme des idées et échapper au monde très froid, comme tu disais, de la littérature, quoi. Et ça, je trouve que c'est encore une autre porte hyper intéressante à ouvrir, à développer, quoi. Voilà. Merci. La plupart de mes BD sont sans parole. J'ai joué souvent aussi anciennement avec les boules étaient des caractères vivants. So c'est parce que le langage est quelque chose qui change tout le temps. C'est comme un esprit dans le mot comme les boules sont des nuages avec comme des espèces de hiéroglyphes dedans qui changent comme ça. Maintenant, j'ai aussi fait, j'ai une démarche de poésie visuelle où le mot est fragmenté, comme la poésie concrète, où le mot, la lettre est fragmentée. C'est où, comme l'écriture asémique, c'est comme une écriture sans, without semantic value. C'est comme scribbles, mais c'est une écriture extraterrestre. Qui donne une idée de la langage, c'est quoi un langage, c'est quoi un mot, c'est tout ça. Tout ça, c'est comme mélangé dans ma bande dessinée. C'est comme tu as dit, comme le mot dans le dessin, c'est vraiment pas, c'est pas comme c'est pas un bonhomme qui dit « Hi there, let's go for a coffee. Yes, a coffee. » Or fucking 300 fucking pages, you know? Non, c'est pas comme ça. C'est comme... Excuse-moi. Où c'est vraiment, est-ce que c'est possible de voir tellement comme quelque chose comme Mayan ou égyptienne ancienne qui est comme le mot et le dessin c'est la même chose. Et ça c'est comme we're going there slowly, you know, parce que le bande dessinée et le bande dessinée sans parole c'est une communication mondiale. On peut donner aux enfants, you don't have to be literate. It's any cross borders. The potential is crazy d'avoir quelque chose où tu peux donner à n'importe qui avec des yeux. So it is ableist. Avec des yeux pour lire quelque chose. You know? Oh God. Non, mais c'est vrai, c'est une sorte de langage universel, puis comme la danse, comme la musique, puis c'est vrai qu'il y a de quoi de beau là-dedans. C'est ça, et ça parce que c'est un langage universel, la bande dessinée, ma cœur est brisée quand c'est juste an adventure story, you know what I mean? Or here's more cowboys, or ça fait vide un peu. Or a breakup story. Okay, thank you for a breakup story. Wow, like why? Pourquoi est-ce que le bande dessinée doit être une bande dessinée? Moi, je vois plusieurs bandes dessinées, il n'y a aucune raison que c'est une bande dessinée. You know? 100% d'accord. You know? So, c'est comme, pourquoi? Pourquoi travailler si fort des fois? Il y a des chefs-d'œuvre visuels, mais tu fais, mais pourquoi? Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est une bande dessinée? Ouais. Et pas un film? Puis je suis très d'accord. Oui, ou pas un poème, ou pas un... ou juste un after-school special of teenage heartbreak, you know? Anyway. Deep. Je vais maintenant passer la parole aux personnes dans le public parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'exprimer, poser des questions, dire des je t'aime à vos auteurs préférés? Oui. Bonjour. D'abord, félicitations pour organiser cette table ronde et merci pour votre témoignage. Et je voudrais savoir deux questions pour vous. D'abord, dans la bande dessinée où il y a tellement de choses, aventures, etc., dans la bande dessinée, des romans graphiques maintenant, là, vous faites une bande dessinée qui est une espèce d'aventure
Et puis, quelle la place que la bande dessinée avec un regard spirituel, un télégraphe, vous pouvez l'appeler, dans la bande dessinée d'aujourd'hui? Ça, c'est une question. La deuxième, les défis pour trouver un éditeur ou faire sa place pour être en avant. J'ai pas trop compris la première question, je crois. C'était la place de la spiritualité dans le plus globalement la bande dessinée. Il y a les mangas. Ouais. Et on n'entend pas trop parler d'une bande dessinée qui est moins d'action, qui est moins populaire, si on veut. C'est ça. Alors, quand on parle de bande dessinée un peu plus intérieure, au milieu de tout ça, quelle est la place à votre avis? Oui, il y a une bande dessinée, il y a tout un monde de bande dessinée alternative ou tellement petite. Et c'est la même chose avec trouver un éditeur. Moi, je peux trouver un éditeur qui va faire 100 copies de mon BD expérimental ou intuitif. Et ça ne va pas sortir de la ville. So, c'est comme, moi, je peux faire moi-même un petit livre qui est tellement bizarre ou comme un tract spirituel, mais je ne peux pas trouver une grande maison de publier ça parce que aussi l'audience est petite. You know? C'est comme ça, c'est pas like c'est pas Archie, you know, tu vois. Like, Moi, en fait, il y a une façon de tricher, je pense. Moi, souvent, j'essaye de... Tu sais, je voudrais faire des œuvres spirituelles qui sont flyées, qui sont sans compromis. Je les mixe à autre chose. Je les mixe à un western. Je fais pas de western, mais c'est un exemple. Puis, fait que les gens qui veulent une grande aventure western ont l'impression qu'ils ont acheté ça, mais ils ont vraiment acheté quelque chose de philosophique. Fait que ça, c'est... Il y a des gens qui sont insultés parce que ça commence en comic strip. C'est très... Les gens disent... ce que j'ai vu à date, disent « Ah ouais, ça rappelle Calvin et Hobbes, le ton, tout ça. » Et ça va... Oh, que ça va ailleurs. On voyage dans le cosmos, un trip d'acide à la fin. Mais c'est... Les gens me demandent pourquoi, parce que c'est autobiographique, puis je veux raconter une histoire que je vous dirai pas c'est quoi, mais qui va jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est 1985-86, ça m'a pris 200 pages, puis c'est justement pour pas que les gens se rendent compte qu'ils sont en train d'acheter une œuvre spirituelle. Ils n'auront plus le choix de continuer s'ils aiment ça. Moi, je sais pas. Bon, déjà, c'était ma première bande dessinée. J'ai pris ça, je l'ai écrite entre mes travails de photographie, de commande, etc. Et donc j'ai vraiment démarché les éditeurs une fois que tout mon storyboard était fini, que mon histoire était posée. Ça m'a pris beaucoup d'années, mais aussi dans l'idée que je voulais vraiment pas qu'on vienne mettre son grain de sel dedans, quoi. Enfin, je voulais vraiment que mon projet soit accepté comme il était. Donc j'ai démarché quand même quelques éditeurs avant d'en avoir un qui adhère. J'ai eu plein de retours de tous les genres, jusqu'à ce qu'effectivement l'éditeur Sarbacane, donc à Paris... Alors après, je ne sais pas les éditeurs en France et ici, les différences qu'il peut y avoir. En tout cas, lui m'a laissé complètement faire mon travail comme je voulais, complètement carte blanche pour graphiquement, dans l'histoire, etc. Et voilà, enfin ça c'est mon expérience à moi, mais je pense effectivement qu'on peut tout éditer, on peut tout imaginer, enfin la bande dessinée en tout cas nous permet de tout faire, parce que c'est une grande liberté. Après, le moyen de partager ça, jusqu'à quel point le public va être large, si on arrive ou pas à trouver un éditeur, ouais c'est très aléatoire, et puis c'est... Enfin après c'est autre chose, parce que c'est aussi le... Enfin l'édition c'est aussi, il faut qu'il y rentre de l'argent en fait, quoi, donc il y a encore une autre histoire avec ça, quoi. Mais je pense qu'il y a tout... Tu sais, je veux dire, puis je dis pas qu'il faut absolument faire ça comme ça, mais il y a toujours une façon qu'on n'a pas pensé de raconter une histoire qui fait comme ça, qui peut jumeler justement ce qu'on veut faire puis ce que les éditeurs veulent faire. Puis je dis pas ça comme de quoi on devrait toujours s'adapter, mais moi c'est mon défi pour justement gagner ma vie. Je jongle entre les deux. Puis c'est d'arriver, c'est vraiment d'arriver avec quelque chose qu'on est fier. Puis je pense que quelque chose qu'on est fier, c'est ce que je me souviens plus qui a dit ça tantôt, mais c'est l'harmonie entre le texte puis comme tu parlais, le feu, le texte et l'image, que tout devienne une grande poésie.
Puis je pense que quand tu arrives à ça, peu importe comment c'est simple, je pense que c'est quand même l'auteur, l'autrice est arrivé à une forme d'harmonie puis il y a quelque chose de spirituel, même si c'est inconscient à travers ça. On peut pas arriver à une harmonie entre le texte et le dessin en faisant juste « je vais faire des cowboys ». Tu sais, genre, ça montre que la personne a quand même... il s'est passé quelque chose, une magie, je pense. Hein. Yeah. On va passer à une autre question. Il nous reste encore 5 minutes. C'est le moment, guys. Yes! Bonjour, d'abord merci, c'est vraiment le fun. Je vais prendre un peu comme tu avais référé à une œuvre que tu as aimée qui a parlé de spiritualité. Est-ce que vous avez comme vous-même lu comme une œuvre ou vu un film ou lu une BD qui avait comme la façon de parler de la spiritualité qui vous parlait puis qui vous a comme, on dirait, donné un élan pour dire « Ah, je pourrais moi aussi comme... » Ça me donne, on dirait, l'inspiration puis le courage de me dire « Je peux adresser justement mes rêves ou l'énergie que j'ai dans mon corps, comme peut-être un... » Oui, c'est ça. C'est une œuvre qui vous a dit « Ah, ça me donne l'inspiration pour aller chercher ça moi aussi. » L'œuvre de Américain Jim Woodring, qui a fait Frank et des choses comme ça, c'est plus comme une rêve surréaliste, mais il y a quelque chose là parce que le monsieur lui-même a des visions. Quand il était petit et dans sa vie, il y a des visions, des trucs qui tournent dans le ciel. C'est dans le BD. Et on voit ça, on voit que c'est une voix originale. Il y a une inspiration là pour moi, parce que c'est psychédélique, c'est dreamlike, and it's cartoony also, which is kind of cool. Moi, j'ai plein de références. C'est-à-dire qu'avant de enfin décider à me mettre dans la bande dessinée, j'ai dû attendre des années parce que j'avais hyper peur, en fait, parce que je suis tellement fan de bande dessinée, je me disais, mais je suis pas du tout légitime pour faire ça, puis ça va être trop de temps, etc. Donc, je suis une grande fan de la bande dessinée japonaise. Enfin, surtout, en fait, là, quand j'ai commencé à vraiment me projeter de faire celle-ci, je me suis replongée dans les Taniguchi avec Quartier lointain, avec cette façon, en fait, dont il a de ramener justement les souvenirs, le présent, comment il fait des passerelles temporelles entre les deux. Et il y a quelque chose aussi de la spiritualité dans sa façon de faire. Aussi, après, il y a Miyazaki, évidemment, tous les dessins animés de Miyazaki qui m'ont porté pendant tant d'années, parce que justement, le rapport aux esprits, à l'animisme, qui m'a beaucoup parlé, et la forme dessinée que ça peut prendre. Et puis aussi, dans les Français, il y a David B., qui, donc, dans les années 2000, à l'association... ça, j'ai découvert ça, je sortais de l'école, et donc j'ai découvert toutes ces bandes dessinées qui m'ont... pareil, c'est aussi ça qui m'a un peu retenue pendant des années, de me dire est-ce que je serais capable à un moment de faire aussi mon travail de cette façon-là. Bref, ça, c'est vraiment des œuvres qui m'ont porté. Voilà. Après, dans les écrivains, j'adore la poésie, mais j'adore la poésie de Francis Ponge, de Jodorowsky aussi. C'est quelque chose qui me porte parce que c'est justement un langage un peu bancal, ou en tout cas entre deux mondes. Et puis ça part toujours d'éléments, de choses très factuelles, très réelles, et puis ça part super loin, comme les écrits de Topor, ou enfin tout le mouvement panique, en fait. Voilà, tout ça, c'est des choses qui me portent, qui m'inspirent. Le cinéma aussi, mais bon, après, voilà. Je suis très d'accord avec David B. Je l'ai découvert au début des années 2000 et je pense qu'il peut changer pour un jeune ou une jeune autrice sa façon de voir la création complètement. C'est hallucinant. Ceci dit, ceux-là que j'allais dire, c'est les premiers qui m'ont popé. C'est peut-être pas les meilleurs exemples. Le premier, oui, Philémon de Fred. Moi, Philémon, ça a été mon premier coup de foudre à vie. J'étais plus capable d'arrêter de lire. Je me souviens le tome 0, parce qu'il y en a un. Il y a un été, je pense que j'avais 9 ans ou 10 ans. Je l'ai lu, je pense, 1 à 3 fois par jour, à tous les jours de l'été. J'étais fasciné parce qu'il me montrait justement que c'était pas le droit de faire ce que je veux. Oui, il y a une liberté, mais c'était... c'est dur à expliquer en mots, mais c'est tellement onirique et j'étais charmé par ça, le côté psychédélique, le côté, il y a des menaces, mais c'est pas menaçant, c'est vraiment vaporeux, Philémon. Sinon, ça va peut-être paraître weird, mais je trouve que The Peanuts, c'est vraiment de quoi de spirituel et c'est une grande, grande influence. Puis c'est pour ça qu'encore à ce jour, je veux faire du strip, mais je veux faire des gros livres de strip, je veux pas faire ça dans des revues, j'ai du strip qui évolue, ça me fascine.
Puis j'appelle ça de même. Moi, je veux faire du strip évolutif, puis ça vient beaucoup de Charlie Brown, qui est... Pourtant, il y a de la tristesse, il y a du chagrin et tout, mais il y a un calme qui fait du bien là-dedans. On dirait une paix d'esprit. Mais merci beaucoup, tout le monde. Merci. C'était super intéressant. Merci. Une bonne main d'applaudissements. Puis, je vous souhaite, premièrement, merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que c'était pas trop pour vos oreilles. Mais sinon, enjoy le reste du festival. Et puis, à plus. Attrapez-les, ils sont encore là. Bye!